Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans 5 histoires de personnes qui ont été dévorées vivantes en prenant des selfies avec des animaux. D'un thérapeute en milieu sauvage attaqué par un cougar dans le Montana à un homme de Floride entraîné sous l'eau par un alligator caché. Mais d'abord, nous commençons dans les zones humides du Pantanal au Brésil, où une excursion d'observation des oiseaux est devenue mortelle au moment où un homme a franchi la ligne pour prendre une photo avec un jaguar. C'était le 17 août 2015. L'air dans le sud du Pantanal était lourd de chaleur et d'insectes. L'après-midi de la fin de la saison sèche pesait sur les zones humides. La rivière avançait lentement le long des rives bordées de troncs à moitié submergés et d'enchevêtrements de broussailles. Pendant des heures, des oiseaux avaient chanté depuis la canopée et un sentiment de curiosité tranquille emplissait le groupe. Mais juste de l'autre côté de l'eau, tapi dans l'ombre, quelque chose observait et attendait. André Ribeiro était un technicien chimiste de 34 ans, originaire de São Paulo, qui avait pris ce voyage pour faire une pause dans son travail exigeant. Ses amis le décrivaient comme agité pendant les vacances, transformant souvent des sorties calmes en quelque chose de plus intense. Randonnée nocturne, gros plan sur la faune, aller au-delà des recommandations des guides. Il n'était pas imprudent pour attirer l'attention, juste enclin à rechercher la proximité avec la nature sauvage. Une habitude qui avait rendu les voyages passés mémorables, mais parfois inconfortables. Ces vacances d'observation des oiseaux avaient été planifiées des mois à l'avance, censées être plus lentes, plus calmes. Ribeiro n'était pas un expert en faune, mais il avait lu suffisamment pour savoir ce qui vivait dans le Pantanal. Capybaras, caïmans, toucans et jaguars. Son objectif pour le voyage était clair dès le début, en repérer un. Peut-être obtenir une bonne photo. Mais au 4e jour en amont, il a eu plus que ce qu'il avait prévu. Lorsque leur guide en bateau a signalé un jeune jaguar adulte allongé de l'autre côté de l'eau, immobile sur un banc de sable et partiellement caché par l'herbe, Ribeiro n'a pas hésité. Il a annoncé son intention de s'approcher. Le guide lui a dit non, ainsi qu'un des autres, mais le félin ne bougeait pas. Cela lui aurait été utile de savoir que les jaguars sont les plus grands félins des Amériques, avec des mâles adultes dans le Pantanal pesant en moyenne plus de 220 livres et capables de délivrer une force de morsure dépassant 1500 livres par pouce carré, suffisante pour écraser des os et percer des crânes. Bien que principalement chasseurs d'embuscades, ils sont très territoriaux et réagissent agressivement lorsqu'on les approche à pied. La rive opposée était calme. C'est ici, à environ 80 pieds de l'endroit où le jaguar se reposait, que Ribeiro s'agenouilla avec son téléphone. Derrière lui, le grand félin restait immobile, mais le bout de sa queue frémissait, un subtil signal instinctif de concentration ou d'agitation croissante. Il parlait doucement à son ami, prit une photo puis une autre, cette fois de dos. Selon le guide, la respiration du jaguar a changé. Sa tête s'est légèrement levée, ses épaules se sont tendues. Le changement de posture signale un prédateur prêt à agir. Dans la nature, ces signaux avertissent les autres animaux d'un danger imminent, mais les humains les interprètent souvent comme de la curiosité ou un léger intérêt. Le guide avertit à nouveau, plus fort maintenant, criant qu'il se levait. L'ami de Ribeiro recula, incertain, mais Ribeiro resta accroupi, visant une photo de plus. Puis, le félin bougea. Pas de grognement, pas de bluff. Il fit un pas silencieux, puis un autre, puis chargea. Les pattes du jaguar soulevèrent de la poussière alors qu'il réduisait la distance avec une vitesse surprenante. Ribeiro se tourna, mais trop tard. Le félin frappa en plein saut, les 4 membres tendus, griffes labourant profondément sa poitrine et son épaule alors qu'il le projetait au sol. Des témoins ont dit qu'il a frappé fort, à plat sur le dos, le téléphone glissant vers la rivière alors qu'il criait une fois, court et aigu. Le jaguar a refermé ses mâchoires autour de la base de son cou et a secoué violemment, arrachant le muscle de la colonne vertébrale avec un craquement humide. Le guide a crié et a levé son fusil. Mais tirer aurait risqué de toucher les deux. Le sang pulsait sur le sable, alors que le félin ajustait sa prise, relâchant brièvement pour mordre à nouveau plus bas, écrasant la trachée. L'ami a couru,
Le guide a hésité, puis a tiré un coup de semonce vers le ciel, le son résonnant inutilement à travers l'eau. Le coup de feu fit s'envoler les oiseaux, mais ne ralentit pas le jaguar. Il traîna Ribeiro par les épaules, désormais inerte, jusqu'à la lisière de la forêt. Le traînage laissa une trace dans les feuilles sèches et la boue molle ponctuée de quelques gouttes de sang. Toute la rencontre, de la charge à la disparition dans les sous-bois, dura moins de 60 secondes. Les autorités de l'Agence de l'environnement de l'État du Mato Grosso ont été contactées par le guide via téléphone satellite et sont arrivées 5 heures plus tard en bateau, retardés par le faible niveau des rivières, la végétation dense et la nécessité de se coordonner avec la station de conservation voisine. Des tranquillisants ont été utilisés pour sécuriser la zone avant que les chercheurs n'entrent dans les broussailles. Ils ont trouvé le corps de Ribeiro à environ 200 pieds de la rivière, partiellement recouvert de terre et de feuilles dérangées, une cache instinctive par le jaguar. Son visage et sa poitrine présentaient de profondes perforations. La mort avait été presque instantanée à cause d'un traumatisme de la colonne cervicale. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard à Sao Paulo, en présence de la famille proche et de quelques collègues. Un cercueil fermé a été utilisé et la cérémonie est restée silencieuse, sans déclaration à la presse ou au public de la part de la famille. Aucune accusation n'a été portée contre le guide. Les autorités ont publié une brève note publique rappelant aux visiteurs les protocoles de sécurité dans les zones protégées, indiquant que Ribeiro avait ignoré plusieurs avertissements. Son nom est apparu dans 2 courts rapports régionaux et a rapidement été éclipsé par d'autres nouvelles. Nous avons commencé avec un homme accroupi au bord d'une rivière, faisant confiance à l'immobilité plutôt qu'à l'instinct, puis nous nous sommes déplacés vers le nord, sur les pentes couvertes de pins du Montana, où une randonneuse solitaire ajustait son appareil photo, inconsciente que quelque chose au-dessus d'elle avait déjà décidé d'attaquer. C'était le 21 octobre 2014. Les pentes occidentales de la forêt nationale de Lolo étaient silencieuses sous la dernière lumière du jour. À cette heure-là, les ombres s'accumulaient dans les ravins et la forêt semblait observée depuis les bords. Cali Mendes était ici seule depuis un peu plus d'1 heure. Cali Mendes était une conseillère en thérapie de la nature de 28 ans qui était revenue au Montana après un séjour de 2 ans dans le corps de la paix aux Philippines. Elle avait pris un emploi avec une organisation à but non lucratif de thérapie en milieu sauvage près de Missoula, conseillant des adolescents à travers des randonnées, du camping et des défis de survie. Ses collègues la décrivaient comme calme, fiable et passionnée par le fait de guider les autres à travers l'inconfort. Lors de ses jours de congé, elle préférait la solitude, les courtes randonnées d'une journée, les levées de soleil et la photographie. Elle avait récemment commencé à collectionner des photos de paysages d'automne pour un projet personnel. Ce mardi-là, elle a terminé plus tôt et a conduit sur une route d'accès forestière jusqu'à une boucle balisée qu'elle connaissait bien. Environ 6 km, avec un point de vue sur la crête populaire en automne. Elle a voyagé léger, polaire, bottes de randonnée, haut et son téléphone monté sur un petit trépied. Les signaux GPS ont montré qu'elle s'est arrêtée près d'un amas de rochers juste après 17h30 où elle a passé les 25 minutes suivantes à se positionner pour des photos. Elle n'était pas loin du sentier, peut-être à une trentaine de mètres, mais l'élévation et les broussailles l'avaient isolée. Elle n'aurait pas vu ce qu'il observait d'en haut. La crête derrière elle s'élevait en couches de calcaire et de broussailles. Des aiguilles de pin tombées couvraient le sentier, rendant chaque pas silencieux. Quelque part au-dessus, un puma mâle, plus tard mesuré à 122 livres, se déplaçait silencieusement dans l'ombre. Plus tôt dans la journée, 2 randonneurs en arrière-pays avaient vu le même félin plus à l'est, près d'un sentier de drainage. Ils l'avaient non signalé de manière informelle à un garde forestier qu'ils avaient croisé, mais aucune alerte officielle n'avait été émise. Sans panneau d'avertissement au début du sentier, Mendes n'avait aucune raison de soupçonner un danger. Les cougars sont des prédateurs solitaires embusqués que l'on trouve dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord. Les mâles adultes pesant jusqu'à 220 livres et possédant une force et une agilité incroyables. Leurs pattes massives sont équipées de griffes rétractables de plus de 5 cm de long, conçues pour agripper et déchirer la chair. Ces félins préfèrent ne chasser depuis un terrain surélevé, utilisant la couverture pour traquer silencieusement, avant de bondir sur des distances allant jusqu'à 12 mètres. Contrairement aux ours, les cougars ne chargent pas pour intimider. Lorsqu'ils s'engagent dans une attaque, elle est soudaine, silencieuse et fatale.
Mendes s'accroupit, se leva et se tourna à plusieurs reprises, ajustant la caméra, revenant pour vérifier le cadrage, puis se remettant en position. Son dos était exposé pendant plusieurs minutes, une erreur fatale lorsqu'on partage le territoire avec un prédateur embusqué. Les pumas sont programmés par l'évolution pour attaquer par derrière, ciblant le cou et la colonne vertébrale pour tuer rapidement. L'exposition répétée de son dos et de son cou aurait déclenché chaque instinct prédateur que possédait le cougar. À environ 650 pieds en montée, un employé, retraité du service forestier nommé Jerry Hooper, s'était arrêté pour observer le changement de lumière. Il a ensuite dit aux enquêteurs qu'il avait remarqué l'animal avant de la remarquer elle. Il a décrit l'avoir vue accroupie bas, mais se rapprochant, descendant lentement, avant de disparaître par-dessus le bord. L'attaque s'est produite silencieusement au début. Hooper a vu le cougar faire un arc propre et rapide depuis les rochers et atterrir lourdement sur le dos de Mendes. Elle a crié une fois, mais le son a été coupé presque instantanément lorsque l'animal a refermé ses mâchoires autour de l'arrière de son cou. Hooper a décrit les pattes du chat s'enfonçant alors qu'il mordait à nouveau, plus bas cette fois autour de la base de son crâne. Son corps se secouait violemment alors qu'il essayait de la maîtriser. Ses membres donnaient des coups de pied frénétiques au début, puis ralentissaient alors que le cougar la traînait hors du rocher dans un ravin en contrebas, s'agrippant avec ses griffes et ajustant sa morsure à plusieurs reprises. Hooper descendit la pente en courant, mais le terrain escarpé et les broussailles le ralentirent. Lorsqu'il atteignit la zone, le félin s'était retiré dans l'ombre et Mendes était immobile. Son corps était allongé, tordu entre les rochers, les yeux ouverts. Selon l'autopsie, l'impact a fracturé son crâne et cassé ses côtes. Des marques profondes de griffes traversaient entre ses épaules et ses flancs. Il n'y avait aucun signe qu'elle s'était défendue. L'attaque avait été trop rapide et dévastatrice pour toute réponse défensive. Les autorités sont arrivées après la tombée de la nuit suite à l'appel de Hooper. Le GPS de Mendes et le récit de Hooper ont permis de réduire la zone de recherche. Son corps a été récupéré vers 9 h du soir et transporté sous escorte du service forestier à Missoula. Les agents de la faune ont passé les 2 jours suivants à traquer le félin en utilisant des chiens de piste et des caméras de surveillance. Il a été localisé le 23 octobre et euthanasié après confirmation par l'analyse des excréments et des empreintes de pattes. L'employeur de Mendes a organisé une petite cérémonie commémorative au centre de thérapie ce week-end-là. Plusieurs clients ont pris la parole, tout comme son ancien superviseur du corps de la paix. Sa famille, originaire du Colorado, a refusé les interviews et demandé de la confidentialité. Les autorités ont publié un rapport d'incident officiel la semaine suivante, exhortant les randonneurs à rester vigilants même sur les sentiers bien balisés et annonçant une mise à jour de la signalisation à 10 points de départ de sentiers régionaux. En coordination avec les responsables de la faune de l'État, ils ont également mis en place une campagne éducative ciblée sur les rencontres avec les prédateurs pour les groupes de thérapie en milieu sauvage opérant dans la région. Un instant, Mendes était seul sur un sentier tranquille, puis le désastre a frappé. 2 ans plus tard, par une soirée humide en Floride, un homme s'est aventuré au-delà des racines de cyprès, riant juste avant que l'eau n'explose. C'était le 11 juin 2016. La lumière au-dessus du lac George s'était adoucie en orange en début de soirée, se reflétant sur l'eau calme et les troncs épais des cyprès. À l'arrière-plan, des rires provenaient d'un petit groupe rassemblé près du quai d'un camping public pour camping-car. Glacières ouvertes, barbecue refroidissant, une enceinte Bluetooth bourdonnant doucement. L'ambiance était détendue, presque engourdie par la chaleur et la bière. Puis l'eau bougea, lente et glissante, sombre à la surface. Deshaun Carter était un entrepreneur en CVC de 36 ans, originaire de Daytona Beach. Connu pour son attitude décontractée et ses grands barbecues du week-end, il était le cousin que tout le monde appelait pour réparer une unité ou aider à déplacer des meubles. Il avait pris le week-end pour rejoindre une fête d'anniversaire pour son jeune cousin sur un site de camping-car loué sur la rive ouest du lac George. Ils étaient là depuis vendredi, pêchant, buvant et pataugeant le long de la rampe de mise à l'eau. Vers la tombée de la nuit, un jeune alligator passa le long du bord des roseaux. Il n'était pas grand, peut-être 6 ou 7 pieds, mais il laissait un sillage visible.
Quelqu'un plaisanta en disant qu'il avait l'air proche. Carter se tourna vers le groupe, annonçant qu'il pouvait prendre une photo avec comme si c'était une statue et commença à avancer dans l'eau, chaussures enlevées, téléphone à la main. Son cousin Jamal l'avertit d'arrêter. 2 autres aussi. Carter les ignora, insistant sur le fait qu'il ne le regardait même pas. L'alligator s'immergea. Ce que Carter n'appréciait probablement pas pleinement, c'est que les alligators américains sont des prédateurs embusqués. Les mâles peuvent atteindre 15 pieds de long et peser plus de 1000 livres. Leurs mâchoires massives peuvent se refermer avec une force de 3000 livres par pouce carré, suffisante pour écraser un os instantanément. Et quand ils attaquent, c'est soudain et dévastateur. Ils ciblent généralement les extrémités avant d'exécuter un puissant roulé de la mort conçu pour incapaciter et noyer leur proie. La rive était peu profonde et boueuse, s'inclinant progressivement des racines de cyprès vers une eau jusqu'à la taille. Carter s'est déplacé vers une zone plate juste au-dessus de ses genoux et s'est accroupi. La dernière photo sur son téléphone montre des roseaux et de l'eau ondulante. Il plaisantait encore, demandant à quelqu'un de zoomer quand il est remonté. Ce qui s'est passé ensuite a été vu par 3 personnes à environ 30 pieds de distance. Une agitation soudaine a éclaté dans l'eau à quelques pieds de l'endroit où Carter était accroupi. Un alligator a surgi, mâchoires grandes ouvertes. Il s'est agrippé à sa jambe gauche inférieure avec un craquement fort qui a résonné à travers l'eau. Carter a crié et est tombé à la renverse dans le lac trouble. Avant que quiconque puisse réagir, l'alligator a relâché et a de nouveau bondi, cette fois en s'accrochant à son flanc sous les côtes avec une précision dévastatrice. Jamal a lancé une glacière et un autre ami a couru en avant, criant désespérément, mais l'alligator a roulé serré, rapide et délibéré, emportant Carter avec lui dans le roulé mortel caractéristique. Son corps a tourné une fois, puis encore, disparaissant sous l'eau sombre, alors que le prédateur préhistorique exécutait sa technique de mise à mort avec une efficacité brutale. La surface a explosé avec de la mousse et du sang, puis le calme. L'attaque a duré moins de 30 secondes. Le 911 a été appelé immédiatement par les personnes présentes. Les gardes du camping sont arrivés en quelques minutes, suivis par des agents de conservation de la faune qui ont commencé des balayages sonars dans la zone avant la tombée de la nuit. Des bateaux équipés de projecteurs ont fouillé le rivage jusqu'au petit matin. Un t-shirt ensanglanté et des fragments de dénime ont été récupérés avant 23 h, mais l'eau restait trop trouble pour une récupération complète. Le lendemain, 3 alligators adultes ont été piégés dans les environs à l'aide d'hameçons appâtés. 2 mesuraient plus de 9 pieds de long, le 3e, mesurant un peu moins de 8 pieds, a été euthanasié et il a été confirmé par la suite qu'il contenait des restes humains. Des fragments squelettiques partiels ont été récupérés de l'estomac. Une identification positive a été faite par les dossiers dentaires le 13 juin. Les funérailles de Carter ont eu lieu discrètement à Daytona Beach le samedi suivant. Le parking de l'église débordait, ses amis le décrivaient comme celui qui était toujours présent. Le gars qui ne laissait jamais passer une réunion de famille sans raconter des histoires et faire des blagues. La famille a demandé de la discrétion et aucune interview n'a été accordée. Les autorités ont émis un bref rappel sur la sécurité concernant les alligators, réitérant qu'aucune accusation n'était en cours et que le lac restait ouvert. Au camping, le seul changement visible était un nouveau panneau laminé cloué à la rambarde du quai avertissant les visiteurs de ne pas entrer dans l'eau en raison d'une activité d'alligator signalée. D'un lac calme où un pas de trop s'est terminé par une roulade mortelle, l'histoire se déplace vers une crête poussiéreuse dans le centre de l'Inde où un géomètre du gouvernement s'est arrêté pour une photo et a été abattu par quelque chose de bien plus rapide qu'il ne l'avait jamais imaginé. C'était le 4 avril 2013. La chaleur de midi dans les collines inférieures de Satpura scintillait sur les crêtes poussiéreuses. Le vent soufflait par rafales irrégulières, soulevant des grains de poussière le long du sentier. Pravin Joshi, marchant seul avec une unité GPS à la main, s'arrêta le long d'un sentier étroit pour vérifier les coordonnées. Derrière lui, invisible mais observant, une ours paresseuse avait déjà commencé à réduire la distance. Pravin Joshi
était un agent de terrain de 41 ans au sein du département de l'irrigation du Maharashtra, qui avait travaillé pendant plus d'une décennie à cartographier le terrain pour des propositions de canaux et de barrages à petite échelle. Ses superviseurs le considéraient comme fiable, expérimenté avec les terrains difficiles, compétent avec les équipements portatifs et connu pour voyager léger. En dehors des heures de travail, il avait un intérêt amateur pour la photographie animalière, en particulier les grands mammifères. Il publiait souvent des clichés granuleux mais sincères de ses missions sur ses réseaux sociaux. Ce voyage était une enquête de parcours en solo, un peu plus de 6 miles, traçant des sites potentiels de canaux à travers un coin reculé de la chaîne de Satpura. Ses notes de terrain confirment plus tard qu'il avait complété 2 de ses 5 points de contrôle et se trouvait entre des sentiers désignés lorsque l'attaque a eu lieu. Les journaux GPS ont montré une déviation, probablement un raccourci le long d'une crête reliant 2 vallées. À 13h17, un garde forestier posté à 100 mètres en contrebas l'a aperçu s'arrêtant près d'un affleurement rocheux et levant son téléphone. Joshi pensait probablement qu'il avait un point de vue sûr. À une courte distance en contrebas, un ours lipou et 2 oursons se déplaçaient à travers les broussailles, principalement cachés de sa vue. Les ours lipus sont parmi les espèces d'ours les plus agressives d'Asie, mesurant en moyenne entre 5 et 6 pieds de long et pesant jusqu'à 300 livres. Leurs griffes massives, conçues pour déchirer les termitières, peuvent atteindre jusqu'à 3 pouces de long et sont capables d'infliger des blessures dévastatrices. Les ours, avec des petits, sont particulièrement dangereuses, car leur instinct maternel de protéger leurs petits l'emporte sur toute prudence naturelle. Les rencontres défensives entraînent souvent des blessures graves à la tête et au visage, car les ours lipus ciblent généralement le visage et le crâne des menaces perçues. Le terrain autour de Joshi était sec, avec des rochers épars et une végétation clairsemée typique de la transition du début de l'été. Les arbres s'éclaircissaient vers la crête et la visibilité était réduite par des rochers inégaux et la pente raide d'un côté. Les ours dans cette région sont actifs pendant la journée, surtout les femelles avec des petits. Le garde forestier chargé de surveiller la coupe illégale de bois dans la vallée a vu l'ours se lever brièvement derrière les buissons avant de commencer sa charge. Il a crié désespérément, mais Joshi ne semblait pas entendre l'avertissement. Le garde a tiré un coup de semonce en l'air alors que l'ours chargeait, mais il a continué. Au moment où Joshi a réagi, l'ours avait déjà parcouru la majeure partie de la pente, estimée à 200 pieds en moins de 10 secondes. Joshi s'est retourné juste au moment où l'animal a franchi la crête avec une vitesse terrifiante. Le premier contact fut un coup. Lourd et rapide, frappant le côté gauche du visage de Joshi avec une force dévastatrice. Il laissa tomber le téléphone et tituba sur le côté dans la poussière. L'ours était sur lui instantanément, griffant sa tête, son cou et ses bras avec ses énormes griffes de 3 pouces. Joshi roula et essaya de protéger son visage, mais l'ours mordit son avant-bras et frappa à nouveau à la base de son crâne. Le témoin décrivit des mouvements rapides et chaotiques, de la poussière projetée dans l'air, les jambes de Joshi qui donnaient des coups, l'ours se levant et retombant alors qu'il le mutilait avec une brutalité efficace. Un deuxième coup a été tiré par le garde forestier, plus près cette fois, mais cela n'a rien fait. Ce n'est qu'après un troisième coup, qui a retenti dans l'air, que l'ours a finalement hésité, levé la tête et s'est enfui en descendant la colline avec les oursons. L'ensemble de l'événement s'est terminé en 1 minute. Lorsque le garde forestier est arrivé sur les lieux, Joshi ne réagissait plus. Sa chemise était en lambeaux et le sol trempé de sang. De multiples lacérations exposaient ses l'os et sa mâchoire, ainsi que son orbite, étaient écrasées au-delà de toute reconnaissance. Il ne montrait aucun signe de respiration. Une équipe du service forestier, appelée par le garde forestier, a récupéré le corps juste après 17 heures en utilisant une civière de fortune et le soutien d'une mule de bas. Son équipement, son appareil GPS, son téléphone, son carnet ont été récupérés à proximité, couverts de poussière et de sang. La dernière photo sur son appareil était floue, mais montrait le sentier se courbant dans les broussailles avec une forme noire à peine visible au loin. Le téléphone avait été fissuré lors de la chute, mais restait fonctionnel. Le rapport officiel a confirmé que Joshi s'était écarté de son chemin assigné sans informer les gardes locaux. Bien qu'il ait eu les autorisations de terrain appropriées,
Son détour l'a placé dans un couloir de faune connu pendant la saison de l'élevage des petits. L'ours Lipou n'a pas été suivi ni euthanasié car son comportement a été jugé défensif et conforme aux normes régionales. Les funérailles de Joshi ont eu lieu à Nagpur avec les honneurs réservés aux employés de l'État. Son département a fourni une assistance de voyage aux membres de la famille. Les responsables de la faune ont réitéré les consignes standards. Le personnel de terrain doit éviter de travailler seul dans les habitats connus des ours pendant les mois de printemps et aucune photo ne doit être prise à proximité d'animaux visibles. Depuis la crête balayée par la poussière où une mère ours a frappé avec une précision sauvage, le sentier serpente jusqu'à un sanctuaire insulaire humide sur le lac Victoria où un touriste accroupi, appareil photo levé, n'a jamais vu le chimpanzé qui a surgi à travers la porte. C'était le 9 décembre 2017. La chaleur matinale au-dessus du lac Victoria s'accrochait aux lisières de la forêt de l'île Ngamba alors qu'un groupe de visiteurs se rassemblait le long de la clôture du sanctuaire des chimpanzés. Les membres du personnel se déplacèrent avec calme et habitude pendant le nourrissage, lançant des fruits par-dessus les murs de l'enclos tout en demandant aux touristes de rester derrière les barrières désignées. À l'extrémité de la zone d'observation, une petite entorse au protocole, une silhouette accroupie dépassant la limite marquée est passée principalement d'inaperçu jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Muriel Durand était une enseignante française à la retraite de 62 ans, originaire de Clermont-Ferrand, arrivée en Ouganda 3 jours plus tôt dans le cadre d'un programme d'écotourisme bénévole avec sa sœur cadette. Elle avait passé sa carrière à enseigner la littérature et s'était tournée vers les voyages axés sur la faune à la retraite. Ce voyage était son 4e en Afrique et sa première fois en tant que bénévole dans un contexte de conservation. Ses amis la décrivaient comme réfléchie et méthodique, quelqu'un qui planifiait chaque jour à l'heure près. À Ngamba, elle avait manifesté un intérêt particulier pour les chimpanzés, surtout pour les photographier de près. Le personnel du sanctuaire avait guidé le groupe à travers les procédures de sécurité ce matin-là. Maintenir une distance de 3 mètres des clôtures des enclos, ne jamais s'accroupir ni tourner le dos et suivre les instructions du personnel pendant les heures de nourrissage lorsque les animaux, en particulier les mâles dominants, pouvaient devenir plus agités. Pendant la majeure partie de la saison, Durand a suivi les instructions. Mais vers la fin, alors que les autres se dirigeaient vers le centre des visiteurs, elle est restée près d'un coin où un jeune chimpanzé était suspendu à l'envers à une branche basse. Elle s'est accroupie, dos au portail principal, levant son téléphone pour prendre un dernier selfie. Un gardien a crié pour qu'elle recule. Elle ne bougea pas. Les chimpanzés sont génétiquement proches des humains, mais physiquement bien plus forts. Les mâles adultes peuvent être 5 à 7 fois plus forts qu'un homme adulte, avec la capacité d'exercer plus de 1300 livres de force par pouce carré dans leur morsure. Ce sont des créatures territoriales et hiérarchiques, avec des individus dominants enclins à une agressivité explosive, particulièrement pendant les périodes d'alimentation ou les intrusions perçues. Leurs énormes dents canines, pouvant atteindre 2 pouces de long, sont conçues pour déchirer la chair, tandis que leurs bras puissants peuvent facilement démembrer une proie. Bien que rares, les attaques de chimpanzés sur des humains, surtout dans des sanctuaires ou en captivité, ont été documentées comme entraînant des traumatismes faciaux sévères, des blessures aux membres et des démembrements en raison de leur méthode d'attaquer le visage et les extrémités. Le mâle adulte impliqué dans cet incident, surnommé Koussa, avait récemment affirmé sa dominance au sein du groupe et avait montré un comportement agressif envers la nourriture les semaines précédentes. Ce matin-là, une porte secondaire de l'enclos, utilisée par les gardiens pour passer les plateaux de nourriture, n'était pas complètement verrouillée. Pendant l'agitation du nourrissage, Koussa s'est faufilé sans être remarqué. Personne ne l'a vu s'approcher jusqu'à ce qu'il soit déjà à l'extérieur de l'enclos. Il a couru directement vers Durand à une vitesse terrifiante. Sa sœur et 2 membres du personnel ont crié d'alarme, mais la distance entre eux était trop grande. Koussa a attrapé Durand par derrière et l'a tiré en arrière par l'épaule de sa chemise, la traînant sur plusieurs mètres à travers la terre vers la clôture avec une force dévastatrice. Elle a crié une fois. En quelques secondes, 2 autres chimpanzés, des jeunes par leur taille mais néanmoins incroyablement puissants, ont suivi par la porte ouverte.
Ce qui a suivi a duré moins de 10 secondes, mais entrait les témoins pour le reste de leur vie. Un chimpanzé a saisi son avant-bras et a mordu à travers la chair au niveau du coude avec une force écrasante. Un autre lui a griffé le visage avec des ongles acérés comme des rasoirs. Kusa se tenait au-dessus d'elle, frappant à plusieurs reprises vers le bas avec ses 2 poings et mordant le côté de sa tête avec ses énormes canines. Un gardien a tenté d'intervenir avec un tuyau d'arrosage et en frappant bruyamment sur le panneau de la porte, mais a été déséquilibré par l'un des jeunes et forcé de battre en retraite. La sœur de Durand, sous le choc, se tenait juste à l'extérieur de la zone d'observation et a décrit plus tard une éruption de cris et de mouvements comme si un groupe se transformait en quelque chose d'autre. Au moment où le personnel a réussi à repousser les animaux dans l'enclos, à l'aide de perches et de barrières, Durand ne bougeait plus. Elle avait perdu une partie de son cuir chevelu et de sa main droite. Ses vêtements étaient en lambeaux et elle avait subi de graves lacérations au visage et à la gorge. Elle a été brièvement stabilisée par l'équipe médicale sur place de l'île avant d'être transportée par hélicoptère à Entebbe. L'appareil avait été envoyé depuis le continent et a atteint l'île en un peu plus de 40 minutes. Malgré des transfusions d'urgence et une intervention chirurgicale dans un hôpital privé à Entebbe, elle est décédée 6 heures plus tard des suites d'une perte de sang et d'un traumatisme crânien. Le sanctuaire des chimpanzés de l'île Ngamba a été fermé aux visiteurs pour une durée indéterminée le lendemain. Les examens internes ont confirmé que la défaillance du loquet de la porte était la cause principale de l'intrusion, mais ont également noté que Durand avait quitté la zone de sécurité désignée en violation des avertissements du personnel. Les responsables consulaires français ont aidé au rapatriement. Ces restes ont été transportés en France le 14 décembre. Le sanctuaire a publié une brève déclaration de condoléances et a entrepris des changements immédiats dans la zone d'alimentation, y compris des systèmes de verrouillage à double porte et une barrière périmétrique étendue. Aucun animal n'a été euthanasié. Les responsables de l'autorité de la faune sauvage ougandaise ont conclu que les chimpanzés avaient agi conformément à un comportement d'agression typique lié au stress. Merci d'avoir regardé. Si les tragédies d'aujourd'hui ont éveillé votre intérêt, la prochaine vidéo présente d'autres animaux mortels. À bientôt.